Bonjour à tous, je vous retrouve pour une dernière capsule vidéo en rapport avec le mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme. La situation est celle qui a été énoncée dans la première capsule vidéo en rapport avec cette série. Donc on a une particule chargée qui entre dans une zone de l'espace où règne un champ électrostatique E uniforme. Cette particule chargée entre avec une vitesse initiale V0 orientée horizontalement. Dans la capsule vidéo numéro 3, nous avions réussi à établir les coordonnées du vecteur vitesse au cours du temps et nous avions obtenu ce résultat. À partir des coordonnées du vecteur vitesse, il s'agit d'obtenir désormais les coordonnées du vecteur position en intégrant les coordonnées du vecteur vitesse. En intégrant en intégrant les coordonnées de V de t, on obtient les coordonnées du vecteur position. Le vecteur position, nous allons le noter OG. OG de t, G représentant le centre de gravité de la particule chargée. Comment faire pour obtenir les coordonnées du vecteur OG de t, vecteur position OG de t. Il faut intégrer une à une les coordonnées du vecteur vitesse. Alors, la coordonnée du vecteur vitesse suivant l'axe OX est V0, il s'agit d'une constante. En intégrant la constante, nous obtenons la coordonnée suivant OX du vecteur position. Il apparaît une constante d'intégration, constante 3. Pour obtenir la coordonnée suivant OY du vecteur position, il faut intégrer la coordonnée OY du vecteur vitesse. Nous obtenons moins QE sur M. Alors la primitive de t est 1/2 de t carré, plus une nouvelle constante d'intégration qui apparaît, plus constante 4. De ce fait, la coordonnée du vecteur position OG de t s'écrit V0t plus constante 3. Et en réarrangeant un petit peu ces termes-là, nous obtenons moins QE sur 2m t carré plus constante 4. Les étapes qui vont suivre vont avoir pour objectif de déterminer la valeur de la constante 3 et la valeur de la constante 4. Alors, il s'agit d'une méthode assez universelle pour déterminer les valeurs des constantes d'intégration. Il faut tout le temps s'intéresser aux conditions initiales à deux endroits différents. Il faut s'intéresser aux conditions initiales au niveau des équations horaires. Et ensuite, il faut confronter les conditions initiales au niveau des équations horaires avec les conditions initiales de l'énoncé. Qu'obtient-on au niveau des conditions initiales au niveau des équations horaires? OG à la date t égale à 0 secondes, il faut remplacer t par 0. Remplaçons partout le paramètre t par 0, nous obtenons V0 fois 0 plus constante 3 et moins QE sur 2m fois 0 carré plus constante 4. Nous obtenons bien évidemment un résultat attendu. Nous obtenons au niveau des équations horaires, à la date t égale à 0 secondes, nous obtenons constante 3 et constante 4. Alors, au niveau de la situation physique, il s'agira cette fois-ci de regarder le vecteur position à la date t égale à 0 secondes. Le schéma, je vous le remonte. Quelles sont les conditions initiales au niveau du vecteur position pour la particule? À la date t égale à 0 secondes, la particule se trouve exactement à l'origine du repère. Les coordonnées du vecteur OG
donc le centre de gravité de la particule, G, le centre de gravité de la particule G est confondu avec l'origine du repère, ce qui signifie que, au niveau de la situation physique, nous avons, pour OG, le vecteur position, nous avons les coordonnées 0, 0. Donc, en comparant les deux expressions pour OG0, on obtient le résultat suivant. Constante 3 égale 0 et constante 4 égale 0. Donc, en résumé, donc, au niveau des équations horaires pour OG de t, après avoir remplacé la valeur des constantes d'intégration, nous obtenons V0 de t, suivant l'axe x, et suivant l'axe y, en remplaçant la constante 4 par 0, on obtient moins QE sur 2m t carré. Donc, dernière étape, comment faire pour obtenir l'équation de la trajectoire? Donc, la méthode est toujours la même, que ce soit pour le mouvement d'un objet dans le champ de pesanteur ou le mouvement d'une particule chargée dans le champ électrostatique. Pour obtenir l'équation de la trajectoire, il s'agit donc d'obtenir y en fonction de x. Donc il s'agit d'obtenir y en fonction de x. Donc nous avons, alors je vais reprendre une nouvelle feuille, pour obtenir l'équation de la trajectoire. Alors nous avons en résumé, au niveau des équations horaires du mouvement, on vient d'établir que nous avons x de t qui est égal à v0t et y de t qui est égal donc à moins QE sur 2m fois t carré. Bien évidemment, petit rappel, hein, ce qu'on appelle x de t et y de t, ce ne sont rien d'autre que les coordonnées du vecteur position. Hein. Donc ce sont les expressions générales des coordonnées du vecteur position. Donc x de t, y de t. Donc il suffit juste de reprendre les expressions précédentes. Alors, nous souhaitons obtenir y de x, y en fonction de x. D'accord? Là, lorsqu'on regarde cette ligne-là, on constate qu'on a y en fonction de t. Donc, pour pouvoir s'affranchir de la variable t, il s'agit d'utiliser la première ligne. Donc, nous avons x de t qui est égal à v0t. Donc, à partir de cette première ligne, on exprime t. Ça nous donne t est égal à x sur v0. Alors, x de t, mais bon, pour simplifier, on va noter x. Et donc, une fois qu'on a réussi à exprimer t en fonction de x, il s'agira donc d'injecter cette expression de t au niveau de la deuxième ligne au niveau de y de t. Donc, on obtient y, donc on va remplacer t par x sur v0. Du coup, on n'aura plus y en fonction de t, mais y en fonction de x. Donc, y de x égale moins QE sur 2m fois t au carré, c'est-à-dire x sur v0 au carré. Ce qui va nous donner, donc, après réarrangement de l'expression, v0 au carré qui va être sorti, nous obtenons moins q fois e sur 2m v0 au carré fois x au carré. On obtient donc la quantité qui a été mise entre crochets est une constante, on peut noter ça A. Donc on a B qui vaut 0, hein, et C qui vaut aussi 0.
Donc on obtient effectivement une équation du type ax au carré plus bx plus c avec b qui vaut 0 et c qui vaut 0. Donc on se retrouve bien en présence de l'équation d'une parabole. Alors A, on constate très rapidement, alors la valeur de la charge Q est négative. Donc Q est une charge négative. Comme il y a le moins devant, ça signifie que le tout est positif. Donc on a A ici qui est supérieur à 0. Donc on va avoir une parabole avec une concavité orientée vers le haut. Ce qui va nous donner donc au niveau du schéma, alors si on veut représenter cette parabole avec une concavité orientée vers le haut, donc on obtient ce type de schéma. Alors, je vais le dessiner en rouge. Donc la particule initialement est en haut, donc une parabole avec une concavité orientée vers le haut. On obtient une parabole de ce type, une branche de parabole de ce type-là. Alors est-ce que c'est cohérent finalement d'avoir une trajectoire de cette nature? Alors sachant qu'il s'agit d'un électron chargé négativement, effectivement c'est totalement cohérent. L'électron est attiré par l'armature métallique chargée positivement, plus attire le moins. La particule chargée subit en effet une force électrostatique Fe. Donc je note ici Fe. La particule chargée subit une force électrostatique Fe qui est donc de sens opposé au champ électrostatique E. Effectivement, on a Fe est égal à Q fois E avec Q qui était négatif, donc inférieur donc à 0. Et donc tous ces résultats concordent entre eux et sont cohérents. Donc je vous remercie de m'avoir suivi donc pour ces 4 séries de vidéos en rapport avec le mouvement d'une particule chargée dans le champ électrique uniforme. Je vous retrouverai prochainement pour aborder une autre série de capsules vidéo, cette fois-ci pour étudier les lois de Kepler. Donc les 3 lois de Kepler, hein, pour être plus précis. Mais il s'agira aussi donc de définir un repère particulier, un repère très spécial dans lequel il est très commode d'étudier le mouvement des planètes ou des satellites. Ce repère s'appelle le repère de Freinet. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous retrouverai donc dans une série de prochaines capsules vidéo. Donc à plus tard. Au revoir.